Merci beaucoup, merci à Cyril, merci aux organisateurs de m'avoir invité à présenter ici un dispositif qu'on a mis en place au CHU de Brest pour faciliter l'accès aux soins des personnes qui vivent avec un handicap. En fait, c'est un dispositif qui a été porté par à la fois le CHU de Brest, mais aussi la Fondation Ildis, et sous l'égide de la charte Romain-Jacob, c'est-à-dire permettre aux personnes qui vivent avec un handicap d'accéder facilement aux soins dans le respect de leur identité, dans le respect de leur consentement et en acceptant les dents. Ça veut dire qu'on est... Merci. On est ici sur un dispositif qui s'adresse à des personnes qui ont fini par renoncer aux soins. Et si vous regardez sur Handifaction, qui est fait sous l'égide de la charte Romain-Jacob, eh bien cette charte qui a 10 ans maintenant, il y a 10 ans, les personnes qui vivaient avec un handicap renonçaient aux soins dans 60% des cas, soit par un défaut d'accessibilité, soit par un défaut d'adaptation de l'environnement. Et grâce à cette charte, les choses ont évolué. Malgré tout, vous verrez sur cette petite carte que vous pourrez télécharger sur votre téléphone portable en téléchargeant Handifaction, eh bien, il y a encore beaucoup de progrès à faire. Et parmi les personnes qui renoncent aux soins, eh bien, les plus vulnérables sont probablement ces personnes qui ont des difficultés de communication, des troubles du spectre de l'autisme, des déficiences intellectuelles, des troubles majeurs du comportement. Et donc, le dispositif Handi-Accès, alors ça s'appelle dans un certain nombre d'endroits en France, Handi-Consultation, c'est-à-dire des consultations dédiées pour les personnes qui vivent avec un handicap. En Bretagne, on l'a appelé Handi-Accès parce que c'est vraiment un dispositif pour faciliter l'accès aux soins. On ne va pas forcément se faire déplacer la personne qui vit avec un handicap obligatoirement sur un site unique, mais on va, et en particulier on l'a construit comme ça dans le département du Finistère, proposer un système gradué en 3 niveaux. Le premier niveau permettant d'essayer de trouver à proximité du domicile de la personne qui vit avec un handicap un professionnel qui peut le prendre en soin en vérifiant l'accessibilité, en prévoyant aussi le fait que ce soit une consultation plutôt de début de demi-journée pour pas qu'il y ait de temps d'attente, en diffusant des outils facilitateurs comme le FALC, le facile à lire et à comprendre, les outils de Coactis, Santé BD, etc. etc. Le niveau 2 va permettre des soins dans des structures de proximité, des hôpitaux généraux, et puis au CHU aussi, on a du niveau 2. Le niveau 3, c'est lorsqu'il faut finalement faire un travail de coordination pour que ces soins soient regroupés sur un temps dédié en simplifiant le côté administratif. Il n'y a pas de passage au bureau des entrées, il n'y a pas d'étiquette à faire, il y a une entrée directe en salle de consultation, il y a une préparation, etc. Et donc jusqu'à des consultations pluridisciplinaires. Et on a tous expérimenté lorsqu'on travaille auprès de personnes qui vivent un handicap, moi je suis neuropédiatre, des situations où finalement le soin ne peut pas se faire sans anesthésie générale. Et on s'aperçoit que parfois ces enfants se retrouvaient avec 2 ou 3 anesthésies générales dans l'année parce qu'il y en avait une pour vérifier l'audition, il y en a une pour soins dentaires et une pour autre chose. Voilà. Donc ça veut dire que quand on est dans ces situations-là, forcément on essaie de se dire, eh bien, on va essayer de coordonner quelques soins différenciés sur la même anesthésie générale. C'est extrêmement chronophage, d'où l'idée, en étant associé à Handi-Accès, dans la phase ultime, finalement, quand il n'y a pas d'autre recours possible que l'anesthésie, ça veut dire qu'on a épuisé tous les aménagements, comme je vous ai dit, c'est-à-dire se mettre au niveau de la personne pour lui faire comprendre le soin dont elle peut bénéficier, adapter l'environnement, utiliser aussi parfois l'homéopathie, c'est-à-dire prévenir la douleur procédurale. Enfin, tous ces éléments-là ont d'abord été mis en place. L'habituation aux soins aussi, qui est en train de se développer, et puis les consultations blanches. Et donc, quand malgré tout ça, finalement, on n'arrive pas à accéder aux soins, on a l'anesthésie générale, et là, on va réfléchir pour coordonner les soins, mais de façon institutionnelle, c'est-à-dire en impliquant des professionnels d'un établissement, en impliquant aussi l'institution, dont la CME qui est là,
Et en impliquant aussi, il se trouve qu'on a eu la chance d'être accompagné par l'ARS dans cette démarche. Alors ça, c'est juste un petit exemple pour les outils de communication qu'on utilise, en sachant que l'outil qui est au milieu, là, c'est un outil qu'on a créé avec, enfin non, que Don Bosco a créé, et on a travaillé avec pour avoir quelque chose de très visuel qui va suivre la personne. Et il y a des choses très simples comme le j'aime, j'aime pas, est-ce que je peux communiquer, comment je peux communiquer, quelle est mon attitude privilégiée, de qui j'ai besoin auprès de moi, enfin des choses extrêmement simples, très visuelles et qui peuvent comme ça accompagner sur le parcours. Et puis on a aussi, comme dans beaucoup d'établissements de santé, créé un passeport santé handicap où on met sur la première page un point important. Ça paraît évident en pédiatrie que le parent soit à côté de son enfant de 18 mois, et bien là on demande à ce que l'aidant puisse être présent auprès de la personne qui vit avec un handicap parce qu'elle est nécessaire pour faciliter le soin, pour rassurer et pour que ça se passe bien. Donc, vous avez bien compris que les deux façons d'accéder à un handibloc, c'est soit on a un soin qui nécessite une anesthésie générale pour tout le monde, pour vous comme pour moi, une gastrostomie, une prothèse de hanche, etc. Soit on a une situation d'échec de soins, malgré tout ce qui a été mis en avant, c'est l'exemple des soins dentaires. Et vous avez tous peut-être eu une fois dans votre vie mal aux dents, et vous savez tous combien c'est insupportable et comment on ne peut pas ne pas soigner une personne qui a mal aux dents, parce que et la douleur chez ces personnes qui sont parfois avec un trouble de développement intellectuel, un trouble du spectre de l'autisme, ne peut pas dire qu'elle a mal, et ça peut se manifester juste par une majoration des troubles du comportement. Donc aller chercher la douleur dans ces situations-là. Et on se pose, une fois que l'indication de l'anesthésie est portée, on se pose et on va questionner le bilan de santé de la personne. La prévention, le dépistage, comme tout un chacun, c'est-à-dire que le dépistage du cancer de côlon, il est vrai pour toute personne au plus de 50 ans, qu'elle ait un handicap ou pas de handicap. On va aussi aller questionner des dépistages particuliers liés au syndrome, puisque beaucoup de ces personnes sont dans le champ des maladies rares. Dans le champ des maladies rares, il y a des centres de référence qu'on peut questionner, il y a des PNDS, des protocoles nationaux de diagnostic et de soins, et par exemple, une petite fille qui a un syndrome de Rett va développer une ostéoporose, et bien si on sait ce risque, eh bien on va aller le dépister de façon systématique parce que justement elle a un syndrome de Rett qu'on ne va pas forcément faire sur d'autres pathologies. Puis on va vérifier l'audition, la vision, on va faire l'électrocardiogramme parce qu'il y a un traitement par neuroleptique, etc. Et puis quelquefois on en profite en croisant là aussi avec le centre maladie rare, handicap rare, d'actualiser le bilan génétique pour rechercher la cause. L'important, c'est d'avoir des personnes qui aident à la coordination, à la fois sur le handi-accès, pour aller faire l'état des lieux, et sur le handi-bloc, parce que l'infirmière de coordination prépare le matériel en amont, va mettre les gouttes dans les yeux pour que l'œil se dilate pendant les soins dentaires et l'ophtalmo-RF, pour pas que ça allonge trop la durée de l'anesthésie, évidemment. Là, c'est juste pour vous montrer que finalement, vous voyez toutes les spécialités qui peuvent être sollicitées. Il y a l'ophtalmo-l'odonto, vraiment beaucoup, l'ORL, mais c'est les gastro-entérologues, les cardiologues, les gynécos, les dermatos, les radiologues, etc., etc. Ça veut dire une implication de multiples professionnels qui au départ ont été juste sollicités comme ça, qu'on dit ok, on veut bien faire, et maintenant c'est devenu quand même quelque chose de très organisé, institutionnalisé, et on fait en moyenne 4 gestes par bloc et de 3 à 8 par bloc. Les gens sont plutôt contents. Voilà, et donc là juste pour vous dire que c'est venu HandiBlock s'ajouter dans, j'ai pas remis en diaporama, peu importe, ça vient s'ajouter à un système autour du handicap avec une particularité, c'est de croiser les regards, notamment des médecins de rééducation fonctionnelle enfants et adultes, des psychiatres enfants et adultes, des neuropédiatres et des médecins d'adultes, et on croise avec, et là si vous avez juste le temps de regarder sur Brest Santé Handicap, qui est avec un site qui est accessible, sur lequel vous allez avoir finalement l'organisation sur la Bretagne de l'accès aux soins, et des webinaires qui peuvent être sur douleur et handicap par exemple, sur aussi, je suis la coordinatrice au niveau pédiatrique, et on fait des groupes de travail sur, par exemple, le prochain qui va débuter, c'est sur l'habituation aux soins, et j'arrête.